Ouais, voilà qui laisse plein d'espoir. Alors, je serais un peu dans la continuité, peut-être en précisant que, contrairement et à Julien et à Laurence, je ne suis pas une spécialiste ni de l'éducation, ni de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je suis enseignante en histoire, pas en sciences de l'éducation. Donc, je m'exprime bien plutôt au nom de mon expérience comme vice-présidente de l'Université de Lille, qui se trouve être un bon poste d'observation, puisque c'est la plus grande université en nombre d'étudiants en France. Hein. C'est une université qui accueille 80 000 étudiants, ce qui n'est pas rien. Voilà, mais c'est bien nourri de ces observations et de ce quotidien que je vais essayer d'évoquer la question donc de la précarité étudiante, en essayant de ne pas être trop larmoyante. C'est pas l'objectif. En rappelant peut-être quand même, parce que ça me paraît important, que le droit à l'enseignement supérieur fait partie intégrante du droit à l'éducation. L'UNESCO le souligne très régulièrement. Hein. C'est pas, ça n'est plus un privilège de classe, c'est en train de devenir une forme de norme sociale pour une part importante de la jeunesse. Ce qui interroge dans la question de la précarité, c'est de savoir si c'est un droit effectif, en dehors même des questions de faux choix, on va dire, qui peuvent être induites, qui ont été très bien évoquées précédemment. Et la réalité du quotidien socio-économique d'une partie des étudiants laisse songeur à ce sujet. Alors l'expression de précarité étudiante, peut-être juste commencer par dire que c'est une expression qui est devenue hyper à la mode, hein, qui a pris une ampleur médiatique absolument considérable. On l'entend jusqu'à la nausée. Hein, vous voyez des files d'étudiants dans les distributions alimentaires, etc. depuis la crise Covid. Bien entendu, ça n'a pas démarré avec la crise Covid, ça a été visibilisé avec la crise Covid et ça s'est accentué parce que la crise Covid a fragilisé les jobs étudiants, l'inflation, etc., etc. Je vais essayer d'appréhender quelques aspects de cette précarité étudiante, en évoquant d'abord la question de la précarité économique, la pauvreté monétaire, de quoi on parle, la question du logement, très brièvement, puis la question alimentaire, et ensuite j'essaierai de revenir sur la manière dont collectivement, l'enseignement supérieur réagit à ça et les grandes questions pour moi que ça pose. Les chiffres sur lesquels je me fonde sont essentiellement des chiffres de l'OVE, qui est l'Observatoire de la vie étudiante, qui est un organisme public d'études et de recherche qui fait tous les 3 ans une grande enquête sur la vie étudiante, sur les conditions de vie étudiante. Et là, vous voyez sur le premier graphique les ressources mensuelles des étudiants, 1 129 €. Je fais quand même juste une première remarque. Quand on établit le seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian, ce seuil de pauvreté en France, il est à 1 216 €. Donc ça pose déjà une première question sur ce simple chiffre, me semble-t-il. 3 premières sources de revenus, aide familiale, revenus d'activité professionnelle et aide publique. Je vais commencer par dire un mot des aides publiques, c'est-à-dire les bourses. Parce qu'en effet, la vocation des bourses serait de permettre aux étudiants de poursuivre un cursus d'études. On compte en France à peu près 26% de boursiers sur le total des étudiants, c'est 712 000 boursiers à peu près. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire, que ces 26% de boursiers. Il y a en France, et vous le voyez sur la slide suivante, 7 échelons de bourse en fonction du niveau de revenu des parents, puisque c'est les revenus N-2 des parents qui décident du niveau de bourse des étudiants. Ces 7 niveaux de bourse vont de 0 bis à 7 et les montants, vous le voyez, quand on prend l'échelon 5 à 7, qu'on le ramène sur 12 mois, parce que là aussi, bizarrerie, les bourses ne sont versées que sur 10 mois en France. Les 2 mois d'été, les étudiants doivent pouvoir se débrouiller sans bourse. Quand on le ramène sur 12 mois, ça fait pour les échelons les plus élevés un revenu mensuel entre 434 € et 527 €, grosso modo. Pour les échelons 0 bis à 2, c'est de l'argent de poche, hein. C'est 120 € par mois pour les boursiers qui sont les moins aidés. Là, on est encore une fois très très en dessous du seuil de pauvreté. Je reviendrai bien entendu sur la question des parents, hein, qui est cruciale et qu'on a déjà abordé ce matin. À l'échelle lilloise, ça veut dire quoi cette précarité économique ? Eh bien, on est une grande université. Nous avons un taux de boursiers qui est supérieur, très supérieur à la moyenne, puisqu'on est à 51% de boursiers.
sur les universités, c'est-à-dire sur les formations ouvrant droit à bourse, le taux il n'est pas à 26%, il est à 37%, parce que toutes les formations n'ouvrent pas droit à bourse. 51% de boursiers, mais surtout 40% de nos étudiants sont boursiers échelon 5 à 7, c'est-à-dire font partie des catégories populaires les plus aidées, entre guillemets. Ces boursiers, ils sont essentiellement concentrés dans les formations de sciences humaines et sociales et de sciences et technologies. Il y a des différences de pourcentage de boursiers qui sont quasiment du simple au double entre notre grand campus langue, lettres, SHS et l'UFR 3S, c'est-à-dire médecine, pour faire bref, tout le secteur de la santé. Sur l'ensemble de ces étudiants, il y en a plus de 32% dans les enquêtes internes dont je reparlerai juste après, qui indiquent en 2023 faire face à des difficultés financières telles qu'ils ne trouvent pas de solution et qu'ils ne savent pas comment faire. 32% en 2023. En 2019, ils étaient 25% à répondre de cette manière-là. Donc très concrètement, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la pauvreté monétaire des étudiants sur nos campus. Ça nous a d'ailleurs conduit à diversifier considérablement les aides qu'on apporte, nous, universités, aux étudiants, en particulier à diminuer le nombre d'aides par virement automatique sur le compte de l'étudiant, tout simplement parce qu'ils sont tous à découvert. Et quand on vire 300 € sur le compte d'un étudiant qui est à découvert, ça ne sert à rien du tout. Donc on fait des recharges de cartes Crous, on distribue des cartes alimentaires, on paye des impayés de loyer, tout ça parce que la pauvreté monétaire, la précarité économique rend beaucoup plus compliqué l'aide financière directe. Cette précarité économique, vous la voyez sur le graphique suivant, avec donc la situation de découvert à la banque au moins une fois depuis la rentrée, 32%. Ça, c'est les chiffres nationaux de l'OVE. Ça a pour conséquence donc que nos étudiants travaillent. Nos étudiants travaillent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors l'enquête nationale nous dit 46% des étudiants qui travaillent pendant l'année universitaire. C'est plutôt plus élevé pour notre établissement. Et on sait que à la fois l'intensité du travail étudiant, mais aussi le lien de ce travail avec les études ont un impact considérable sur la réussite, au sens réussite académique, sur la réussite académique, jusqu'à 10 heures de job étudiant par semaine, il n'y a pas ou peu d'impact. Quand c'est plus de 10 heures, il y a un impact négatif et la réussite académique s'écroule très rapidement. La troisième source de revenus après le travail, c'est la dépendance aux familles, dont on a déjà parlé ce matin et j'y reviendrai. C'est sans doute le nœud du problème et c'est évidemment un élément majeur de reproduction des inégalités sociales. Donc en résumé, en synthétisant tout ça, il y a au moins 20% des étudiants qui vivent très en dessous du seuil de pauvreté et 46% d'entre eux à l'échelle nationale qui travaillent, avec un premier poste de dépense que vous voyez très clairement sur le deuxième graphique, qui est le logement. Donc ça me permet d'arriver à la question du logement. Il y a en France un déficit de l'offre de logement étudiant abordable qui est absolument dramatique et qui impacte considérablement la réalité de la précarité étudiante. Il y a grosso modo un tiers des étudiants qui vivent au domicile parental. Tous les autres sont ce qu'on appelle dans le langage administratif des décohabitants. Donc c'est le langage du Crous et des établissements. Ils sont partis de chez leurs parents. Ces décohabitants, ils ont des dépenses moyennes de loyer qui sont au-dessus de 575 € en moyenne. Donc ça fait des dépenses de loyer qui sont tout à fait importantes. On va voir sur la slide suivante les types de logements occupés. Bien entendu, il y a les APL. Les APL, je rappelle, je trouve ça très concret sur le budget mensuel d'un étudiant. Les APL, c'est 100 à 150 €. Bien entendu, 576 €, c'est la moyenne du coût du loyer. C'est beaucoup plus cher quand vous êtes étudiant à Paris ou dans les grandes métropoles. Et donc, le logement spécifique adapté, abordable et structurellement insuffisant, mais aussi les alternatives sont inadaptées ou inaccessibles. Peut-être il faut juste rappeler que le parc de logement social de droit commun
D'abord, il est complètement saturé. Ensuite, il n'accueille pas d'étudiants. Théoriquement, il pourrait accéder au logement social de droit commun. Pour avoir beaucoup discuté dans la métropole lilloise avec les bailleurs HLM, je peux vous garantir que c'est très théorique hein, et que dans la réalité, les bailleurs HLM, ils ne sont pas du tout prêts à accueillir des étudiants. Les étudiants, c'est une population qui est très mobile. Ils déménagent souvent. C'est une population qui est considérée comme perturbatrices. On considère qu'ils vont pas bien sortir leurs poubelles, qu'ils vont faire du bruit, que voilà. Donc tout ça n'incite pas à trouver des solutions dans ce type de logement HLM, pour dire les choses vite fait. Et puis il y a tout ce qu'on vous vend parfois dans la presse, c'est-à-dire les modèles baroques, c'est le dernier terme que j'ai vu voilà, les modèles baroques d'habiter autrement. Alors le modèle baroque d'habiter autrement, c'est quoi? Ça va de la colocation dans le meilleur des cas au camping ou au yourt ou à je ne sais quoi, dans le pire des cas, hein, aux containers. On cherche à mettre les étudiants à peu près tout ce qui est possible pour les loger. Bien entendu, ça n'est quasiment jamais un choix. C'est un logement subi, c'est un pis-aller pour les étudiants. Sur les résidences adaptées, on va dire les logements sociaux étudiants conventionnés, c'est à peu près 11% des étudiants qui sont concernés. Il y en a 6 à 7% qui sont des logements Crous. Alors, je dis quand même un mot sur le Crous, parce que, après tout, c'est son rôle, hein, le Crous, le CNUS et les Crous, opérateurs de l'État pour favoriser le bien-être des étudiants. C'est pour ça qu'ils ont été créés en 1955. C'est 175 000 places. Rapporter ça aux 3 millions d'étudiants, hein, ça donne aussi voilà, un petit élément de comparaison. Priorité aux étudiants boursiers. Ça pose d'ailleurs des tas de questions. Ça veut dire que ce qu'on appelle le premier tour, parce qu'il y a un premier tour pour demander le logement Crous. Le premier tour du Crous, c'est entre le 15 janvier et le 30 avril. Pour tous ceux qui sont en première année, déjà, c'est très très compliqué de demander un logement Crous. Avant le 30 avril, ils n'ont pas la réponse de Parcoursup. Enfin, tout ça est un peu absurde. Ce premier tour loge 25% des boursiers et en fait, dans quasiment tous les territoires, c'est plein. Il n'y a pas de deuxième tour. À Lille, dans la métropole lilloise, à l'issue du premier tour, il reste 10 logements. Et notez également que ce premier tour est du coup inaccessible aux étudiants internationaux. Ils ne savent pas à ce moment-là où ils seront. Ils n'ont pas le droit de passer au premier tour. Donc c'est notre difficulté. Un mot sur ces logements Crous. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur la qualité des logements. Hein. Les chambres 9 mètres carrés, qu'on appelle les chambres traditionnelles au Crous, il y en a encore beaucoup. Quelque part, moi, comme vice-présidente d'université, j'ai envie de dire il faut qu'il en reste parce que c'est les seuls qui sont abordables pour les étudiants qui ont le moins de moyens. Mais évidemment, 9 mètres carrés, c'est quand même très, très, très petit hein, et parfois très dégradé. Ce sont surtout souvent des logements qui sont mal situés. Dans la métropole lilloise, tous les logements Crous, quasiment, l'énorme majorité, plus de 80%, sont à Villeneuve-d'Ascq, donc en banlieue lilloise, et dans le centre-ville de Lille, ce sont... allez, je vais être méchante, c'est les étudiants de l'Institut catholique qui se logent dans le parc privé locatif, dans des colocations parfois très festives et luxueuses. C'est un peu caricatural, mais la répartition des logements Crous, en tous les cas, elle est évidemment complètement ségrégée géographiquement et socialement. Je n'insisterai pas non plus sur le fait qu'il y a un problème avec le statut de ces logements. Les étudiants logés au Crous n'ont pas un statut de locataire, ils sont résidents et donc ils ne sont pas protégés comme des locataires. C'est ce qui explique par exemple qu'il n'y ait pas de trêve hivernale pour les expulsions du Crous. Ça permet aussi d'ailleurs des... règlement intérieur infantilisant, ça ramène à d'autres, en transverse à cette problématique du lien aux parents sur laquelle là aussi je reviendrai assez rapidement à la fin, puisque il y a dans la plupart des contrats la mention, le Crous se réserve la possibilité de visiter les logements pour en vérifier l'état. Donc le directeur de résidence peut aller vérifier que les étudiants rangent bien leur chambre. C'est pas non plus en termes d'émancipation très satisfaisant. Ça tient aussi au modèle des Crous. Hein. Je rappelle que les Crous, ils ont un modèle économique et que ce modèle économique fait que le logement dégage un léger excédent qui permet de compenser le déficit de la restauration. Donc tous les Crous sont soumis, c'est des opérateurs d'État, hein, à cet impératif d'équilibre économique. Pour le logement
Un mot maintenant sur les situations les plus tragiques, c'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas de logement ou qui sont très très mal logés. C'est extrêmement difficile à évaluer. Le nombre d'étudiants sans logement, c'est très difficile à évaluer. Chaque année, le ministère nous renvoie des tableaux à compléter, à n'en plus finir, mais qu'on ne peut pas compléter parce qu'on nous demande des informations très précises. Nous, on sait qu'il y a 5, 10, 20 étudiants qui sont venus, mais ils ne nous ont pas forcément donné leur identité. Ils n'ont pas voulu nous dire dans quelle filière ils étaient. Donc c'est une population qui est très difficile à évaluer. Les situations sont sous-déclarées. Rien n'est prévu pour les mettre à l'abri. Quand par miracle, ils arrivent à appeler le 115 les renvoie vers le Crous et le Crous les renvoie vers le 115. Les établissements sont complètement démunis. Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait nous? On fait ce qu'on peut. C'est l'étudiant qui arrive à 18 h le vendredi, il est à la rue, il a son sac à dos, il est au bureau de la vie étudiante, on appelle tout le monde, les contacts qu'on a à la Croix-Rouge, au CCAS, dans l'ensemble des réseaux qu'on peut trouver. On paye parfois des nuitées d'urgence dans des auberges de jeunesse, en l'occurrence, on se partage avec le Crous à tour de rôle, mais ça n'est pas une politique, c'est de la réponse en urgence. Il y a ceux qui dorment dans les voitures, ceux qui dorment dans les laveries du Crous, parce que ce sont des endroits chauffés. Puis il y a tous ceux qui sont mal logés, là aussi très difficile d'estimer de manière fiable. C'est ceux qui squattent dans les chambres du Crous, la suroccupation des résidences Crous. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, qu'ils ne sont pas un seul par chambre de 9 mètres carrés, mais on préfère qu'ils soient là plutôt que dehors. Il y a tous ceux qui viennent en cours avec leur valise parce qu'ils vont de canapé en canapé chez des copains et donc qui, chaque soir, changent de logement. Et il y a ceux aussi qui choisissent de se loger très loin parce que c'est moins cher que dans les centres-villes et qui là s'usent en temps de transport et en coût de transport. Un mot ensuite sur la situation alimentaire. Alors sur l'alimentation, là aussi, les chiffres sont compliqués à évaluer. Avec plusieurs enquêtes, je vous ai mis sur la slide les différentes sources les plus récentes, on va dire. Il y a la première enquête qui est l'enquête OVE, dont vous avez déjà vu plusieurs graphiques. Je pense qu'elle sous-évalue la précarité alimentaire pour plein de raisons, donc je ne l'utilise pas. La deuxième enquête, c'est l'enquête de l'association Copain qui a été faite avec l'IFOP. Là aussi, je ne la trouve pas très fiable. Alors Copain, il y aurait beaucoup à dire sur cette association au demeurant. J'en dirais quand même peut-être un mot. L'association Copain, elle a produit une enquête, mais c'est IFOP, 812 personnes, puis ensuite 910 étudiants interrogés, mais sans variable de redressement, rien du tout, directement par l'association. Donc c'est assez difficile à évaluer. Qu'est-ce qu'on sait? On sait déjà que le repas à 1 €, c'est à la fois un symbole et un combat, et que ça a suscité un engouement tel qu'on voit bien que ça répond à un besoin. Sur certains campus de l'Université de Lille, le repas à 1 €, c'est une augmentation de 200% de la fréquentation dans les restaurants universitaires. Donc ça veut bien dire que les étudiants, ils n'y vont pas pour la gastronomie. Donc ça veut bien dire que ça répond à un besoin. Moi, j'y mange tous les midis. Je peux vous dire que ça n'est pas l'atout principal du Crous. Ce repas à 1 €, il est maintenant réservé aux boursiers. Les étudiants internationaux y accèdent très difficilement, parce que pour y accéder, quand on n'est pas boursier, il y a une procédure qui est assez complexe. Et il y a, sur ce repas à 1 €, un très important non-recours au droit. Non-recours au droit, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des rues partout. Des restos U, il n'y en a pas sur tous les campus. Donc quand il n'y a pas de resto U, il n'y a pas de repas à 1 €. C'est pour ça qu'il y a eu une annonce récente de notre ministre, dont on attend de voir ce que ça va donner. Il y a également un problème de file d'attente excessif. Ces restos, ils sont saturés, donc les étudiants ne peuvent pas y manger. Sur mes campus, il y a 1 heure d'attente et une espèce de drame quotidien pour essayer d'avoir un sandwich au Crous. Et puis parce qu'il y a certains étudiants pour qui 1 €, c'est encore trop cher. Alors la précarité alimentaire, je vais plutôt vous donner quelques chiffres de l'enquête qu'on a menée avec l'Observatoire de l'Université de Lille, parce que d'abord je les connais mieux, puis parce que c'est un formidable observatoire et que c'est une enquête très sérieuse qui a été faite. C'est une enquête qui a été faite en créant un indicateur synthétique de précarité alimentaire. L'enquête s'est fondée sur
presque 6000 réponses exploitables. Il y a eu un échantillon représentatif de la moitié de la population cible de l'université, 6000 questionnaires complets. Bien entendu, toutes les données ont été redressées sur les variables de sexe, de bourse, de critères sociaux, de nationalité, etc. Et il en ressort quoi de cet indicateur synthétique de précarité alimentaire? Eh bien, il en ressort... Vous le voyez sur cette slide, vous avez tous les critères qui forment l'indicateur, que 30% des étudiants de mon établissement sont en précarité alimentaire. 30%, c'est énorme. Je m'entends très bien avec l'Observatoire, c'est moi qui avais initié cette enquête parce qu'on en a besoin. Nous, c'est des outils comment dirais-je, de politique publique, de savoir qu'est-ce qu'on fait, où ils sont ces étudiants, comment on les aide. Le responsable de l'Observatoire, il m'a appelé en me disant ton enquête, là, on a refait les calculs 3 fois parce qu'on était persuadés qu'on s'était planté, et du coup, ça les déprimait tellement qu'ils n'osaient plus dépouiller la suite. Ça fait 30% d'étudiants qui ne mangent pas à leur faim sur les campus de l'Université de Lille. C'est qui? Alors, c'est les étudiants étrangers et internationaux qui sont particulièrement concernés, avec une très grosse différence en fonction de leur origine. Les étudiants d'Afrique subsaharienne, c'est quasi 80% d'entre eux qui sont en précarité alimentaire. En matière de discrimination, c'est stupéfiant. Les étudiants ressortissants de l'Union européenne, 31%. Donc il y a dans ces étudiants une grande disparité. Ce sont des étudiants, pour la plupart d'entre eux, des cohabitants, et moins ils rentrent au domicile parental, plus ils sont en précarité alimentaire. Ce sont ensuite des boursiers sur critères sociaux qui sont les principales victimes avec le fait d'être boursier sur critères sociaux multiplie par 2,3 le risque d'être en précarité alimentaire malgré le repas à 1 €, qui n'est donc pas la solution unique. Et plus l'étudiant vieillit, plus le risque de précarité alimentaire s'aggrave. Bien entendu, tout ça a un impact qu'on a mesuré aussi dans l'enquête sur la manière dont les étudiants se perçoivent en termes là, justement de confiance, de regard sur soi, etc. Alors, je ne vais pas poursuivre, je vais terminer très vite, je ne vais pas poursuivre ce portrait d'une espèce de jeunesse maltraitée, quelque part. On pourrait parler de la précarité menstruelle, des frais de transport, des loisirs sacrifiés. Là, ce qui est clair, c'est que l'ascenseur social les envoie au sous-sol, nos étudiants boursiers, que la vulnérabilité de ces étudiants s'est considérablement accrue. Le même observatoire fait une enquête très intéressante de vulnérabilité avec un indicateur synthétique. Cette vulnérabilité, elle a augmenté de 11 points entre 2018-19 et 2021-22. Là aussi, on était très surpris. Nous, on croyait qu'après le Covid, tout allait revenir à la normale. Ben, pas du tout. Ça a empiré considérablement. Qu'est-ce qu'on fait en 1 minute? Qu'est-ce qu'on fait? On colle des sparadraps sur des plaies ouvertes. On a des épiceries solidaires, des distributions alimentaires, des e-cartes alimentaires, etc. On essaye d'adapter le parcours académique de l'étudiant avec d'énormes freins. Le ministère reconnaît des régimes spécifiques d'études pour les étudiants salariés. Or, les faire appliquer dans les établissements, c'est extrêmement difficile. La plupart des équipes pédagogiques, elles sont pour sur le principe, mais elles sont contre quand c'est chez elles. Donc, elles sont d'accord pour que les étudiants salariés aient droit à un aménagement, mais elles répondent en règle générale, oui, mais dans ma formation, ça ne va pas être possible d'adapter son emploi du temps parce que chez moi, c'est pas comme chez les autres, c'est spécifique, etc. Et puis, on voit de plus en plus dans les équipes pédagogiques cette idée du choix, qu'en fait, il faudrait qu'on choisisse mieux nos étudiants, parce que si on les choisissait mieux, je vous ai une petite photo de mes épiceries solidaires, voilà. Si on les choisissait mieux, ça renvoie à ce que disait Julien, on n'aurait peut-être plus tous ces étudiants précaires. Tout ça, bien entendu, renvoie au modèle global. On est sur un modèle familialisé qui infantilise les étudiants, qui les fait dépendre des revenus des parents et qui est un facteur d'aggravation de la précarité alimentaire. Sur les modèles qui ne sont pas familialisés, modèle nordique en particulier, la précarité alimentaire est moindre. C'est un peu aussi le paradoxe de la redistribution. Quand une aide est généralisée pour la population, il y a une pression sociale forte pour que ces aides restent élevées. Quand elle est réservée à une cible spécifique, tous ceux qui ne sont pas dans la cible mais qui payent quand même des impôts font pression pour que ces aides baissent et ça incite le gouvernement à baisser les aides. Ça, pour conclure, relance une question qu'on abordera sur le métier de l'étudiant. C'était le Conseil national de la résistance, les jours heureux, la charte de Grenoble du congrès de l'UNEF en 1946 qui se posait déjà la question. Autant dire que c'est pas exactement récent.
ça pose d'autres questions, me semble-t-il, avec un gouvernement en particulier qui, pour l'instant, a eu comme action essentielle soit des actions ciblées, soit une incitation à l'engagement étudiant. Alors, je terminerai cette fois pour de vrai sur ce sujet. Le gouvernement soutient de manière financière, y compris des associations étudiantes, en particulier deux, Copain et Linky, qui sont formidables par ailleurs, je n'en doute pas, hein, qui organisent des distributions alimentaires. Elles ont bénéficié d'aides gouvernementales financières très importantes, des aides alimentaires sans remettre en cause le modèle, sans déranger qui que ce soit, et qui sont donc comment dirais-je, glorifié parce que l'engagement étudiant, c'est formidable. C'est formidable, c'est à peu près aussi formidable quand c'est dans ces conditions-là que la charité chrétienne des dames patronesses pour lutter contre le patronat au 19e siècle. Hein. Ça relève pour moi de la même chose. Et ça, nous aussi, une autre question autour de l'engagement étudiant, qui est que l'engagement étudiant, on est entre l'injonction, les étudiants, ils doivent s'engager, ils valorisent des crédits engagement dans leur parcours, c'est une espèce d'obligation. Mais attention, pas n'importe lequel, si possible un engagement qui ne dérange pas, parce que quand en revanche il manifeste pour Gaza, là, ça n'est plus de l'engagement étudiant. Voilà, je vous remercie.